bonjour. Je suis aujourd'hui donc avec Anna Sandrea. Anna, c'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci de ton accueil. Donc Anna est donc thérapeute, tu es également auteure et conférencière internationale. Tu es notamment donc l'auteur de l'ouvrage Êtes-vous votre pire ennemi, donc qui est un ouvrage qui parle des blessures émotionnelles et de l'autosabotage. Plus de l'autosabotage que des blessures émotionnelles. D'accord. Il y a les deux, oui. Il y a les deux. Il vient à peine de sortir il y a 15 jours. Donc les références seront en dessous de la vidéo si vous souhaitez commander cet ouvrage. Donc aujourd'hui, on va échanger ensemble sur déjà l'impact des blessures émotionnelles sur notre façon d'être. Quelle est ton expérience, quel est ton vécu en tant que thérapeute, de quelle façon nos blessures interagissent sur notre façon d'être? Pour moi, les blessures ont un impact très très important sur notre façon d'être. Pour te donner un exemple, notre manière de nous habiller, la façon de manger, les aliments pour lesquels nous allons être plus attirés, le type de relation que je vais avoir avec mon mari, mes parents, mes enfants, tout. La voiture, même la voiture pour laquelle je vais être plus attirée, vient de nos blessures. Même parce que dans les blessures, il y a la partie ombre, ce que les blessures nous font faire malgré nous. La partie négative, si on peut dire, entre guillemets. Mais il y a aussi une ombre blanche dans les blessures, c'est-à-dire que les blessures vont nous donner des forces, des qualités. Je donne un exemple, quelqu'un qui a une blessure d'abandon, bon, comme son nom l'indique, j'imagine que vous savez de quoi il s'agit. C'est quelqu'un que son ombre blanche, ça veut dire que c'est quelqu'un qui dans la relation, il va tout faire pour que la relation marche. C'est des gens qui sont très agréables dans une relation. Quelqu'un qui a une blessure, par exemple, de rejet, c'est quelqu'un qui va être très intérieur, qui ne dépend pas des autres, etc. Donc, oui, les blessures vont nous modeler, nous façonner, mais il n'y a pas que du mauvais dans les blessures. Il y a aussi des qualités et des forces que nous pouvons explorer. Parce que donc c'est pas parce qu'on est blessé qu'on agit nécessairement négativement, c'est ça, hein? Non, mais attention, c'est encore une ombre blanche, ok? C'est un résultat de nos blessures. Mais nous pouvons les profiter à notre avantage, pas à notre issue. Oui, à notre insu. Ouais, tout à fait, les mettre à notre avantage. Il y a combien de blessures émotionnelles? Il y en a 5. La première, c'est le rejet. L'abandon, et je vais le dire en ordre d'apparition dans notre vie parce que les blessures vont se créer dans un moment très particulier dans notre vie. Juste pour donner un exemple, je ne vais pas le dire pour chaque blessure, le rejet va se créer entre la conception, le moment même que l'ovule et le spermatozoïde vont se rencontrer. T'imagines, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui soit pas blessé à ce moment-là dans mes pratiques. Déjà au moment de la conception. Dans la conception, parce que c'est le moment où l'âme rentre, donc il y a tout l'aspect, est-ce que je suis attendue, est-ce que j'arrive à un mauvais moment, etc. Donc, entre la conception et la première année de vie, elle va se créer à ce moment. Après, il y a l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, la dernière. Et chacune a, parce que la blessure, c'est la partie la plus délicate, la plus fragile, la plus vulnérable d'un être humain. Donc, pour ne pas vivre cette blessure constamment, nous allons nous créer une personnalité. Pour soi-disant vivre mieux nos blessures, à la longue, ça ne marche pas. Donc, par exemple, celui du rejet, c'est la fuite, pour que les autres ne me rejettent pas. Je fuis, je cache, je suis invisible. Très masculin d'ailleurs. Mais il n'y a pas que ça. Oui, c'est une tendance masculine, mais il n'y a pas que ça. Et l'abandon, pour que les gens ne m'abandonnent pas, je vais devenir dépendante. L'humiliation, c'est le masochisme. La trahison, c'est le contrôle. Et l'injustice, c'est la rigidité. Et en fait, au final, avec ces personnalités qu'on se crée, on s'expose davantage à être rejeté, on s'expose davantage à être abandonné, à être humilié, etc. En fait, j'appelle ça la paradoxe des blessures. C'est-à-dire qu'en voulant éviter
ce qui me fait peur, ce qui me fait mal, je vais l'attirer davantage. Oui. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui a une blessure de trahison, donc il va développer la stratégie du contrôle pour que les gens ne me contrôlent pas, ne me trahissent pas à nouveau, je vais les contrôler. Et j'ai beaucoup d'attentes, etc. Et j'imagine que ça t'est déjà arrivé dans les deux cas. Quand on essaie de contrôler quelqu'un, l'autre va se débattre pour garder sa liberté, sa dignité, tout simplement. Et peut vous accuser d'être trahi à son tour, d'ailleurs. Il peut faire des choses que quelqu'un qui a une blessure de trahison va juger comme une trahison. Parce que j'avais certaines attentes que cette personne fasse, en fait, il ne va pas le faire comme je voulais, donc les gens peuvent se sentir trahis. Oui, c'est un paradoxe, il s'arrive tellement souvent que je suis parfois fascinée. C'est juste passionnant, j'espère que ça vous intéresse tout autant chez vous. Comment, en fait, ton travail, est-ce qu'on pourrait résumer, c'est sortir de ses peurs pour retourner vers son cœur? Mon travail? Oui, quand tu travailles sur les blessures émotionnelles. En fait, je vais plus loin que le cœur. Pour moi, le cœur, c'est pas la finalité ultime. Pour moi, la finalité ultime, c'est l'être. Je ne suis pas mes blessures. Je ne suis pas mes autosabotages. Je ne suis pas mes peurs. Je ne suis pas mes fausses croyances. Je suis un être. Entre l'être et le moi, donc ce que je suis là, la personnalité, il y a une couche de blessures. Des peurs, des autosabotages, tous ces mécanismes limitatifs. Et en fait, mon travail, c'est de proposer le travail des blessures, des peurs, des autosabotages, c'est la vie. C'est vraiment un chemin de vie. Mais il y a un moment, au début, nous sommes guidés par nos blessures, nos peurs, nos autosabotages. Et le travail que je propose, c'est de s'affranchir de cette guidance. Mais je vais continuer à être blessée. Moi, j'ai plein de blessures encore. Sauf que je peux les détecter, je peux les voir et je ne me laisse pas guider. Je t'ai raconté quelque chose tout à l'heure, quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques jours. Et aussi, c'est que cette couche, si on la voit, c'est une couche énorme. Mais ce que je propose, c'est de créer de briser cette couche, de créer une connexion entre le moi et l'être. Et ça, c'est un travail qui est assez simple. C'est pas très compliqué que ça. Je vais continuer à avoir mes blessures. Mais dans des moments particuliers, je peux connecter à mon être parce que j'ai percé cette couche de blessures et je ne suis plus le guignol de tous ces mécanismes. Je peux consciemment me connecter à qui je suis véritablement. Il y a le cœur là-dedans. Tout à fait. Mais c'est beaucoup plus vaste. D'accord. Donc c'est vraiment en fait prendre conscience déjà de cet impact de nos blessures sur nos comportements pour moins en être victime. Oui, ils se disent désidentifier de tous ces mécanismes. Il y a des gens qui me disent, mais je suis comme ça. Oui. Non, vous n'êtes pas comme ça. Écoutez vous bien, n'êtes pas comme ça. Vous avez appris à être comme ça. Mais nous pouvons tout le temps, jusqu'au dernier souffle. J'ai une cliente qui a 85 ans. Elle m'a appelée, elle m'a dit, Anna, c'est mes dernières années de vie. Je veux mourir en paix. Et cette femme, et on a une séance par mois, ça fait déjà un mois. Elle a vécu la guerre, elle a vécu des choses très, très dures. Et à chaque séance, c'est une transformation telle. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus des choses qui me prennent avec un autre client 1 heure, avec elle c'est 10 minutes. Parce qu'elle a pris la décision, elle sait qu'elle n'a plus le temps. Et je suis convaincue que jusqu'à notre dernier souffle, nous sommes capables pas seulement de changer, de nous transformer. Il n'y a rien de plus malléable que la personnalité. Tu n'as pas la même personnalité que tu avais à 15 ans. Non. Et tu ne vas pas avoir la même personnalité à 60 ans. Et nous sommes constamment, et parfois, cette transformation peut être exponentielle et parfois, je vois dans mes consultations des vrais, je ne dirais pas des miracles, mais des transformations que moi-même, je suis impressionnée. Le retour vers l'être,
C'est bluffant, ça peut vraiment... Déjà, le visage d'une personne, je crois qu'on voit directement dans ses yeux qu'il y a eu un changement. Écoute, je l'appelle le fake lifting. Dans, dans mes consultations et dans mes stages, je dis qu'un jour je vais facturer le fake lifting parce que les gens arrivent, ils ont un visage marqué par la souffrance, etc. Et 1 heure après ou 2 jours après, selon les stages, il y a autre chose qu'on voit, c'est un rayonnement. Mais est arrivé au Venezuela une fois, une femme qui était depuis 30 ans sous la dépression, etc. Je l'avais donné 60 ans quand elle est arrivée au stage. Cette femme a eu une espèce d'expérience, je ne mettrai pas de mots, mais d'expérience mystique en guérison de ses blessures. Et on s'est rendu compte, je me suis rendu compte qu'elle avait ma même âge. Elle avait 45, 47 ans. Elle est devenue lumineuse, belle. Tout le monde était impressionné. Mais nous portons parfois une telle souffrance, une telle douleur que notre physique est complètement défiguré par cette souffrance. Par la blessure. Ouais. Donc avant de parler de l'auto-sabotage, j'aimerais que tu... Est-ce que tu as des clés pour... tu as dit prendre conscience déjà de ces blessures pour les guérir, pour retourner vers son être. Est-ce qu'il y a des clés spécifiques? Waouh, c'est une question vaste. Écoute, pour moi, la première clé, c'est dire oui. Pour moi, c'est le oui. Ça, je le répète. C'est-à-dire, quand je suis décidée, ok, vous avez été torturé, battu, violé, n'importe quoi que vous avez vécu, c'est terrible ce que beaucoup d'enfants ont vécu. Mais à un moment donné, de dire oui, j'ai souffert, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Est-ce que je continue à être la victime de mes parents, du destin des autres, etc. Ou je prends ma vie en main? C'est dire oui, basta, je passe à autre chose. Je ne sais pas comment, j'ai peur, je doute. Il y a une voix qui me dit tu ne vas pas arriver, mais je décide de changer. C'est cette oui à la vie qui pour moi c'est le plus important. Il y a 7 niveaux, je ne vais pas tout parler parce qu'il y a 7 niveaux de guérison dans les blessures. Mais pour moi, oui, je mets l'univers, il y a une telle envie à moi, c'est le feu. Je mets le feu de la transformation et c'est la loi d'attraction. La vie va m'envoyer les personnes, les opportunités, les outils qui vont me guérir. Écoute, je suis convaincue que quand c'est oui, c'est sincère, n'importe quel outil peut faire l'affaire. Parce qu'en fait, l'outil, c'est juste c'est vrai qu'il y a des outils qui sont plus puissants que d'autres, hein, je ne peux pas dire le contraire. Mais je l'ai vécu moi-même. Il y a parfois des outils qui sont extrêmement simples et qui m'ont fait un effet incroyable parce qu'il y avait en moi quelque chose qui s'avait ouvert complètement et l'outil était juste là pour être la personne, le témoin de la transformation que moi j'avais décidé. Je comprends. Ouais. Donc, pour moi, c'est la première clé, c'est ça, c'est dire oui, mais sincèrement. Hier, j'ai eu une femme en consultation, elle sait tout, elle a tout essayé, et ça fait 20 ans que je lui ai dit, tu n'as pas dit oui. Tu dois avoir des sacrés bénéfices secondaires, ça c'est autre chose, des sacrés bénéfices secondaires pour rester dans la situation que tu es, une situation très difficile. Tant qu'une stratégie nous satisfait à un niveau inconscient, on ne le change pas. Quand une stratégie ne marche pas du tout, on la change. J'espère que vous avez bien noté tout ça. Mais parfois, cette stratégie peut être à l'encontre de nous. Ce que je propose, c'est des stratégies qui répondent à l'ensemble de nos besoins. Bien sûr. Pas seulement à avoir la relation, par exemple, à que les autres s'occupent de moi. Mais en même temps, je suis en train de m'attirer des maladies, par exemple, pour que les autres s'occupent de moi. Je peux trouver des autres stratégies beaucoup plus saines pour moi, pour les autres et pour ma dignité, tout simplement. La deuxième clé, c'est peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde, la deuxième clé, c'est de prendre la responsabilité. De sa vie? De sa vie, je viens de la dire, mais c'est-à-dire,
nous avons développé une quantité de stratégies pour nourrir nos besoins, parce qu'il y a des besoins dans les blessures, dans les autosabotages, dans les poids, à l'extérieur de nous. Nous avons mis notre repère à l'extérieur de nous. Il arrive un moment qu'on doit s'approprier de ce repère, de créer notre parent intérieur et de laisser arrêter de que j'existe si l'autre me voit, si l'autre me valide, si l'autre m'approuve. Donc, ce repère, il est intérieur. C'est vrai que bon, tout ça, ça demande du travail. Hein? Ça demande du travail, mais c'est possible, tu vois. Quand il y a des gens qui ont grand besoin d'amour parce qu'en étant bébé, ils ne l'ont pas eu, par exemple. Ils passent leur vie à chercher cet amour à l'extérieur de nous. Ça ne marche pas. Je suis désolée, ça ne marche pas. Et c'est qu'à un moment donné, c'est dire l'amour que je suis en train de chercher à l'extérieur, c'est mon propre amour. Et ce qui me touche parfois, que les gens, quand je dis ça, me disent Anna, mais comment on fait pour s'aimer? J'ai plein de gens qui je ne sais pas concrètement comment ça s'est fait. Et je vais vous donner une petite clé pour s'aimer. J'allais te raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a 15 jours. J'anime un stage sur les blessures très puissant. Il y avait 20 et quelques personnes, tout le monde a eu vraiment des prises de conscience. Mais je suis là en train de gérer tout ça et d'être parfaitement alignée, etc. Mais le stage, c'était tellement puissant que quand j'arrive chez moi avec mon copain, je me rends compte qu'il y avait une blessure qui avait bougé chez moi. Et donc, tout d'un coup, je me mets à pleurer devant lui et à lui dire qu'il n'est pas engagé avec moi, que je ne sais pas quoi, Il me regardait, mais j'imagine qu'il disait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et bon, bref. Et quand tout ça, je me rends tout de compte, mais j'étais en transe. C'était une petite fille qui était montée, qui avait besoin de l'attention de son père. J'imagine que c'était ça. Et c'est sorti comme ça. Dans un autre moment, j'aurais mis la faute sur lui. Bref, je me suis, je suis dans une blessure. J'ai pris encore. Et je me mis à travailler. Et j'ai pris la décision, quelque chose de très simple pour se donner l'amour, que j'allais m'habiller seulement dans des matières très douces. Je me suis acheté 3 pulls en cachemire, vraiment quelque chose de très agréable. J'allais me mettre que des robes, pas de jeans, des choses douces, que je me sentais enveloppée. Et bon, à part de travailler ma blessure, ça m'a fait un bien fou, parce que c'était un acte d'amour envers moi-même. Je mettais que la musique très douce, je me faisais des petits plats que j'aimais. Et voilà, je me mettais quelques gouttes de l'eau de rose et je me massais mon cœur. Ça, c'est des petites actions qui peuvent s'aimer. Mais bon, parfois s'aimer, c'est dire non aux autres. Aussi, oui. Aussi. Tout à fait. Parfois s'aimer, c'est contacter ses besoins et arrêter de mettre les besoins des autres devant les miens. C'est long, la liste elle est longue, mais ça se fait par des petits actes. C'est waouh. J'en ai les larmes aux yeux, je ne sais pas si ça se voit, mais je trouve ça magnifique ce que tu es en train de dire. Merci. Écoutez, prenez note de tous ces petits gestes pour vous donner de l'amour. Oui, Anna? Elle est touchée. Je suis extrêmement touchée, oui. Mais c'est beau ce que tu dis. Merci. Et autre chose, oui. c'est que cette expérience m'a beaucoup aidée. Bon, heureusement, j'étais bien accompagnée parce qu'il a compris que s'agissait juste d'une blessure, etc. Mais aussi de m'accueillir. Il y a quelques années, j'aurais fait ça et quand j'aurais sorti de mon trance parce que j'étais en train de dire qu'est-ce que j'ai fait? Je faisais taper dessus, etc. Et là, cette fois-ci, j'ai compris que c'était l'énorme souffrance d'une petite fille qui était très, très, très enfouie parce que je travaille quotidiennement les blessures, je n'avais pas vu ça. Mais le stage était tellement puissant que l'a fait remonter. Et je me suis dit, c'est juste une petite fille qui souffre à l'intérieur de moi. Et je me suis accueillie de cette façon, tu vois. Et à plus de m'habiller doux, etc.,
j'étais touchée par cette souffrance en moi. Et là, j'ai eu aucun jugement, aucun rejet. Oui, vers moi-même. Je me suis acceptée que oui, je suis une thérapeute, etc., mais qu'il y a encore des petites souffrances en moi et que heureusement elles sortent, tu vois, pour pouvoir les accueillir. Ma question suivante, c'est sur la prise de poids ou quelqu'un qui désire se remettre en forme, quelles sont les blessures les plus fréquentes? Ah, ça, c'est un sujet qui me touche parce que je viens d'une société vénézuélienne où l'image de soi, c'est très important, trop important, je dirais. Hein. C'est un des pays où il y a plus de chirurgie esthétique au monde. Donc moi, j'ai dû travailler en moi pendant des années ce sujet. Et je me suis... la blessure qui est plus liée à la prise de poids, c'est l'humiliation. Parce que le corps, il était créé parce que le corps de l'enfant était irrespecté d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, elle arrive entre les 6 mois, 8 mois et les 3 ans. C'est-à-dire que l'enfant comprend, l'enfant jusqu'à cet âge-là, il pense que c'est la même chose que sa mère. Et donc, il commence un chemin vers l'autonomie. Et comme le contrôle des fintes, parler, s'asseoir, marcher à 4 pattes, et qu'après la marche, vouloir manger tout seul, etc. Et le corps de l'enfant était irrespecté, tout simplement, ou irrespecté par rapport à une de ses fonctions. Par exemple, forcer un enfant à manger, forcer un enfant à être propre avant l'âge, c'est un irrespect pour le corps de l'enfant. D'ailleurs, si vous voulez faire des futurs faiseurs de diète, forcez-les à manger et vous verrez que c'est une stratégie qui marche très bien. Tout le monde, Carole, a le droit de s'arrêter de manger, de ne pas avoir faim dans un repas, sauf les enfants. Les enfants doivent manger systématiquement 3 fois, 4 fois par jour, même s'ils ne sont pas faim. Moi, je trouve ça un irrespect énorme vis-à-vis des enfants. L'obésité, bon, tu le sais, c'est quelque chose qui prend de plus en plus... la blessure d'humiliation, c'est une blessure qui était optionnelle. Je la vois arriver de plus en plus en force. Les États-Unis, je suis allée au mois de décembre, on la voit déjà. Et je vois que ça arrive ici. Donc, c'est une blessure que c'est très difficile à traiter parce qu'elle est liée à la honte. Et normalement, j'ai vu dans mes sciences, les gens qui ont cette blessure ont même la honte de l'accepter. Donc il y a déjà un travail en acceptation et puis commencer le travail de blessure que je commence parfois dans d'autres blessures sans besoin de l'acceptation. Donc c'est une blessure qui est très... qui mène à beaucoup de souffrance parce que le masque, c'est le masochisme. Donc, vous avez déjà vu ces enfants dans la cour de récré qui sont des poids. Quelque part, ces enfants sont la moquerie, ils souffrent la moquerie des autres. Et quelque part, ces enfants donnent le bâton aux autres pour se faire abattre. Donc il y a beaucoup de mécanismes de destruction et d'autopunition dans la mesure d'humiliation. Et là, on rentre dans les autosabotages, justement? Il y a beaucoup d'autosabotage dans toutes les blessures. Il y a autant des autosabotages, mais ça fait partie des mécanismes dans l'humiliation, c'est terrible. On parlait tout à l'heure, les agressions à répétition, s'attirer des hommes, des femmes qui vont nous montrer cet irrespect qu'on a aussi vis-à-vis de notre corps, etc. Donc la clé que tu donnais tout à l'heure, même face à l'auto-sabotage, une des principales, c'est de se redonner de l'amour. Déjà, pareil, je viens à la désidentification, de savoir que je ne suis pas mon corps. Ok? Que je ne suis pas mon corps. Mon corps est le résultat de mes émotions. Pas seulement, mais une bonne partie c'est le résultat de mes émotions. Donc, si aujourd'hui j'ai quelques kilos de plus, de ne pas dire je suis bête, je suis nulle, je ne suis pas quoi, parce que j'ai quelques kilos de plus. J'ai tout simplement quelques kilos de plus. Mais je ne suis pas mes kilos de plus. Tu vois? Ça, c'est la première clé
Et d'ailleurs, c'est la première clé la plus importante de mon livre. Il y a 20 autres, il y a 21 clés. Mais pour moi, la première clé, c'est ça, cette prise de conscience. Je ne suis pas mes souffrances, je ne suis pas mes kilos de plus, je ne suis pas ma cellulite, je ne suis pas, je ne sais pas quoi, tu vois. Je ne suis pas mes comportements, mes compulsions. C'est juste un reflet de mes souffrances. Ouais. Oui, tu fais bien la différence entre il faut pas que je sois comme ça, parce qu'il faut pas que j'ai des crises de boulimie, il faut pas que j'ai ces kilos en trop, c'est du contrôle. Ouais. Donc c'est pas la stratégie c'est du contrôle et en plus ça empire la situation parce qu'il y a les kilos de plus, il y a la lutte vis-à-vis des kilos de plus, il y a les jugements vis-à-vis des kilos de plus et donc ça devient un truc après ça nous, les angoisses, les peurs, etc. Et après ça devient une boule de neige, un effet boule de neige qui nous dépasse et on ne sait plus quoi faire. Remarquez, hein, c'est pas tout le monde, mais il y a une tendance à se cacher des choses, à ne pas être authentique envers soi-même. Les gens qui mangent cachés, etc., ça vient de là. Et il y a aussi, bon, on vient de le dire, des énormes jugements sur soi qui ont besoin de... En même temps, je disais de la société où je viens, c'est vrai qu'il y a des standards qui, je ne sais pas qui a inventé. Okay. Oui, tout à fait. Qui, soi-disant, les femmes 90, 60, 90. Et waouh, c'est très dur aujourd'hui, même pour des femmes normales, de vivre dans la société. C'est une société complètement basée sur le paraître. Donc, tout simplement, est-ce que j'ai envie de donner mon pouvoir à ça ou pas? Comment tu as fait, toi, justement, en venant donc, de cette société très formatée par les codes féminins, de ce que devrait être du moins la féminité, comment tu as fait pour te construire dans tout ça? Ah, waouh, tu sais, j'ai passé des années de boulimie, d'anorexie, je connais. Hein. Et la boulimie, par exemple, je l'ai eu jusqu'à le 5e mois de grossesse de mon premier enfant. Un jour, je me suis vue en train de vomir, il y a eu une prise de conscience, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Il y a eu un déclic énorme et j'ai arrêté illico de vomir alors que ça faisait des années que je le faisais. Et bon, après, c'était un long chemin, hein, honnêtement. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est un long chemin de retour à soi, à choses qui sont important. Et la boulimie et l'anorexie, ça vient des blessures. Donc si vous travaillez vos blessures, ça va être comme des effets secondaires de la guérison. On peut décider quoi être, parce que nous le sommes déjà. C'est ça qui est magnifique. Mais bon, pour arriver au niveau de l'identité, on a besoin de quand même faire un certain travail de blessure pour que tous ces dons que nous avons à l'intérieur de nous remonte. Il faut faire un nettoyage de tout ça en fait. Il y a un nettoyage. On revient à nouveau au début. Les blessures, c'est un chemin. C'est le chemin de la vie. Mais il arrive un moment qu'on a suffisamment nettoyé. Il y a deux choses qui vont arriver. C'est pas forcément dans cet ordre, le réveil de l'énergie de vie. Et la mission de vie aussi. Et toute la partie d'identité. Donc, moi, je le vois presque dans tous mes clients qui font un travail sérieux sur eux. Il y a un moment de cette énergie de vie que certaines traditions appellent la Kundalini. Et la mission de vie, qu'est-ce que je suis venue faire maintenant ici? Ça se met en route en fait. Parce que c'était les souffrances, c'était les miasmes de la souffrance qui ne me laissaient pas à connecter cette partie. D'accord. C'est merveilleux, non? Moi, je suis fascinée par ça. Je pense que c'était pas un hasard justement qu'on se soit rencontrés sur ce sujet. Tu animes également des conférences et des ateliers? Une fois par mois, j'anime des ateliers de 6 sujets différents. Et donc, les blessures, les autosabotages, les peurs, les fausses croyances. Mais il y a aussi ce que j'appelle, parce que ça, je les appelle
les stages de l'ombre, c'est-à-dire s'occuper de l'ombre. Mais il y a aussi deux stages que j'appelle de lumière, que c'est les... Ah non, il y a aussi le miroir, les miroirs, l'autre mot miroir, et un sur la loi d'attraction. Et je commence bientôt, en avril, un nouveau stage sur ma relation avec l'argent. Parce que, je l'ai dit au début, nos blessures nous façonnent partout, même au niveau de l'argent. Il y a d'ailleurs un article sur mon blog que je parle selon chaque blessure, quel type de relation je vais avoir avec l'argent. Donc ça, c'est mon nouveau sujet. Très bien, merci Anna d'avoir accepté cette interview et pour tout ce que tu as partagé avec nos auditeurs aujourd'hui. Ça a été vraiment un plaisir pour moi et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ton activité. Merci et merci à vous qui avez regardé cette interview jusqu'à la fin. À bientôt, bye bye.